Allez, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite ou vous re-souhaite, selon les cas, la bienvenue au Festival international de géographie pour cette première journée autour du thème du pouvoir avec pour territoire, pour pays invité l'Indonésie. Voilà, on est très heureux d'y être enfin et de passer avec vous ces 3 jours. Je dis tout de suite, pour être sûr de ne pas oublier à la fin, que les ouvrages des invités ici présentes et présents sont disponibles d'une part évidemment au Salon du Livre, sur lequel vous ne manquerez pas d'aller faire un tour aujourd'hui ou pendant le week-end, mais aussi dès la sortie de la salle. Et ils seront, si vous êtes un tout petit peu patiente et patient à la sortie, dans le coin pour vous les dédicacer. Donc voilà, le message est passé. Et pensez acheter un livre pour remercier les efforts des libraires qui portent des tas de livres depuis la librairie, depuis le Salon du Livre, jusqu'aux salles des différentes interventions. Alors le sujet qui va nous occuper pendant 1h30, 1 heure à peu près de discussion entre nous et une demi-heure pour vos questions, qu'on prenne le temps d'échanger ensemble. C'est une question qu'on pourra d'ailleurs critiquer, revoir au fur et à mesure de l'échange. Les scientifiques doivent-elles désobéir? Sciences du climat, personnes qui allaitent, noir, diversité, équité et inclusion, biais, handicap, disparité, exclusion, femmes, genre, golfe du Mexique, migrants, inégalité, LGBT, multiculturel, non-binaire, pollution, personnes avec un utérus, prostituées, identité de race, trauma, tribal, personnes défavorisées. Voici quelques-uns des à peu près 200 mots qui ont été effacés par l'administration américaine de la recherche de ce pays. Tout projet aujourd'hui soumis aux instances publiques de financement aux États-Unis ne peuvent pas contenir ces mots sous peine de ne pas être validés, de ne pas être financés. Ça, on le doit au retour de Donald Trump, son second mandat qui a démarré au début de l'année 2025. Quelques semaines plus tard, il a progressivement coupé dans les budgets de nombreuses institutions scientifiques. Il s'en est pris aussi à des universités. Et face à ce mouvement de l'administration Trump, s'est élevé un mouvement de chercheuses et de chercheurs qui a fait des émules ailleurs dans le monde et notamment en France, qui s'appelle Stand Up for Science. Tentative justement de résister, de désobéir sans doute aussi, tentative qui a largement été jugée légitime vu l'importance de l'attaque menée face à la recherche. Ce cas américain, je commence par lui et on va en discuter assez vite parce qu'il est très fort, il est emblématique tellement il est disproportionné, inhabituel. Mais on peut aussi parler de notre contexte à nous, où dans le débat public, la lutte contre le supposé wokisme fait souvent rage, et où là aussi, des mouvements pour défendre l'enseignement supérieur. Je parlais de Stand Up for Science France, des mouvements scientifiques qui marquent des soutiens à des mouvements sociaux, à des mouvements écologistes. On pense à un groupe qui s'appelle par exemple Scientifiques en rébellion, sont nés, se sont structurés, se sont organisés. Je vous propose donc pendant cette heure d'essayer de comprendre à quoi servent ces mouvements, si c'est là le rôle des scientifiques et pour quelles raisons ça peut l'être. Donc pour en discuter, nous avons autour de la table trois invités. Valérie Masson-Delmotte, vous êtes d'abord la présidente de cette édition 2025 du festival et on vous remercie d'avoir accepté ce rôle. Vous serez ce soir à 18h ici même en grand entretien avec le journaliste de France Inter Mathieu Vidard. Vous êtes médaille d'argent du CNRS, directrice de recherche au CEA, climatologue. Vous avez coprésidé le groupe de travail scientifique du GIEC. Vous avez donc participé à la rédaction de ces rapports sur l'évolution du climat. Anne-Laure Aminadzari, vous êtes géographe à l'université Grenoble-Alpes, au laboratoire de sciences sociales. Vous travaillez sur la gouvernance territoriale et notamment sur la question des frontières et vous présidez la commission géographie politique de l'Union géographique internationale. Enfin, David Guery, vous êtes également géographe, vous responsable de l'axe sociabilité et identification de l'unité de recherche médiation sciences des lieux, sciences des liens à Sorbonne Université. Et vous avez
avez récemment dirigé avec Amélie Lefebvre-Chombard un ouvrage qui est pile dans notre sujet, qui s'intitule « Engagement, faire de la géographie au XXIe siècle ». Donc pour commencer cette discussion, je voulais commencer par un rapide tour de table et vous demander à chacune, chacun, si vous vous estimez être, à votre façon, un scientifique, une scientifique engagée, désobéissant, indépendant, et voilà, quel terme vous utiliseriez et pourquoi. Ça va permettre d'installer un petit peu le cadre de nos échanges. Commence qui veut, qui le sent. Allez-y, Valérie Masson-Delmotte. Bonjour, et d'abord, c'est un plaisir d'être ici à Saint-Dié, et j'essaie de réfléchir à la dernière fois où j'étais là, et à ma grande honte, j'ai réalisé que c'était il y a à peu près 40 ans. J'ai grandi en Lorraine, je suis née à Nancy, j'ai passé pas mal de vacances quand il y avait de la neige ici, en hiver. Et donc, moi, mon travail de recherche, il est en sciences du climat. La mission des scientifiques, telle que moi je la comprenais au départ, c'est produire, mais aussi partager des connaissances. C'est aussi une forme d'engagement, c'est-à-dire se rendre disponible, faire en sorte que nos connaissances soient disponibles. Et d'ailleurs, c'est un droit humain fondamental, le droit à la science. Chacun d'entre vous avait ce droit, en fait, d'accéder, de participer aussi, en fait, à la réflexion sur les travaux scientifiques, l'appropriation des résultats, et puis les discussions démocratiques sur leurs implications. Et quand j'étais, en fait, doctorante, donc dans les années 90, donc c'est là où on est apprenti chercheur, chercheuse, moi j'ai eu la chance d'accéder à toute une masse de connaissances vis-à-vis de l'évolution passée, actuelle, future du climat. Déjà, dans les années 90, toutes les bases étaient là. Par l'accès aux publications scientifiques qui ne sont pas en libre accès, c'est payant. Donc dans les laboratoires, on a cet accès-là, mais ce n'est pas accessible à tout le monde, c'est souvent en anglais, c'est notre langue de travail. Et j'ai pris la mesure en fait, du fossé entre l'état des connaissances que moi je pouvais m'approprier finalement, qui était celle de ma communauté scientifique, et puis les connaissances de mes amis, de mes proches, de ma famille. Il y avait vraiment ce fossé-là. Et en plus, j'avais cette espèce de sentiment de chance immense de pouvoir, moi, travailler sur un sujet qui me passionnait, les climats passés à l'époque, en étant payé par vos impôts, de l'argent public. Donc c'est en fait la société qui me donnait cette chance-là, et j'avais le sentiment de devoir rendre. Et devoir rendre, c'était partager les connaissances. Donc c'est une forme d'engagement, en fait, de passer du temps en dehors de nos petits mondes feutrés de scientifiques, en dehors des laboratoires, pour rendre accessibles les connaissances. Et puis après, j'ai fait évoluer cette réflexion sur l'engagement parce que par rapport au changement climatique, on est sur des enjeux majeurs, que nos connaissances soient utilisées par les décideurs, par les entreprises, par les collectivités locales, par les particuliers, ne serait-ce que pour mieux se préparer à ce climat qui change, pour comprendre pourquoi il change, pour agir sur les causes, faire face aux conséquences. Et donc là aussi, c'est un engagement à travailler avec des entreprises, des collectivités. Et donc ça peut prendre différentes formes. Par exemple, je fais partie du Haut Conseil pour le climat, qui a un peu un rôle d'autorité indépendante, où en fait on est chargé d'évaluer les impacts du changement climatique en France, et puis l'efficacité de ce qui est mis en place pour l'adaptation, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et je dis parfois, en fait, le rôle, en fait, il évolue entre co-construire des connaissances, c'est-à-dire nous, on dialogue avec la société, on écoute les besoins, et on fait avancer nos connaissances pour répondre aux besoins. Et puis parfois, c'est un peu un rôle de chien de garde quand ça déraille, quand l'action pour le climat marque le pas. On est là aussi pour vous en rendre compte, en fait, sur la base de faits objectifs, vérifiables. Bon, le chien de garde, c'est pas très joli, je traduis ça de l'anglais. Mais c'est on pourrait dire lanceuse d'alerte ? Non, parce que lanceur d'alerte, c'était dans les années 70, 80, c'était bien avant en réalité. Donc là, c'est plutôt comment on fait pour que ça percole et comment on fait pour que l'action, elle soit aussi à hauteur des enjeux. Et puis après, j'ai encore fait évoluer ça en revendiquant des engagements personnels qui font partie des choses qu'on peut mettre en œuvre pour, à son échelle, et aussi par des changements structurants, contribuer aux évolutions, aux transformations de société. Donc moi, ce que j'ai revendiqué, c'est l'enseignement des aspects liés au changement climatique à tous les niveaux. Donc j'ai poussé pour cela. Moi, ça reste très académique, en fait. J'ai aussi revendiqué de faire évoluer mon alimentation pour avoir une alimentation qui réduise au maximum son empreinte environnementale et positive en termes de santé. Et pourquoi je le fais, je le revendique ça ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de barrière de ressources, en fait. C'est quelque chose qu'on peut faire. Mais par exemple, ça demande aussi que ce soit disponible dans les cantines, dans les restaurants, quand on est à l'extérieur. Et puis après, j'ai aussi rendu public le fait de me déplacer à vélo.
Mais en fait, ce n'est pas mon choix. Pour pouvoir me déplacer à vélo, il faut que je puisse le garer en sécurité, il faut qu'il y ait des infrastructures sûres. Et en fait, c'est un mode de transport accessible, bon marché, mais à condition qu'on puisse l'adopter. Et donc, c'était aussi parce que ça illustre des aspects de transformation qui ne sont pas purement de la technologie ou purement des choses qui relèvent de politique internationale ou nationale, mais assez concrètes dans un territoire et au niveau des choix individuels. Et puis après, je gère en fait des collègues scientifiques autour de moi qui ont tout un tas de positionnements différents. Donc il y en a qui pensent que ça ne va pas du tout assez vite et que comme scientifiques, ils doivent être acteurs de transformation, ils doivent pousser à des changements, bloquer des projets ridicules hérités du XXe siècle. Il y en a qui pensent en fait qu'il faut travailler avec toute la société civile dans son ensemble. Il y en a qui pensent en fait non, qu'on doit rester à notre place de scientifiques dans nos laboratoires. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que finalement, c'est important d'avoir une réflexion collective. Et dans notre domaine, nous, on a une réflexion éthique. Donc, par exemple, le comité d'éthique du CNRS a réfléchi sur l'engagement des scientifiques. Le comité d'éthique en commun de 4 organismes de recherche a aussi réfléchi à ce qu'est l'engagement. Et finalement, quand on lit leurs avis, c'est un encouragement à le faire. Comment voulez-vous que la société évolue si nous, comme scientifiques, qui sommes le plus à même de mesurer finalement les enjeux, par exemple sur le changement climatique, moi je travaille là-dessus en permanence, les risques, la gravité des conséquences, si nous-mêmes en fait, on ne porte pas des transformations, c'est une forme de dissonance en fait, c'est pas du tout cohérent. Et après, comment la société perçoit les scientifiques? En fait, pas mal d'études en sciences sociales montrent aussi que quand les scientifiques sont cohérents, c'est-à-dire, par exemple, on va dire, moi je vous parle parce que je ne veux pas qu'on ignore le système climatique. Moi je vais être la voix du système climatique, d'autres vont être la voix de la vie dans les sols, d'autres vont être la voix de la vie dans l'océan ou des forêts. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, c'est important de porter cette voix-là parce qu'on est dans un monde avec des rapports de force, avec des intérêts économiques, des modes de décision qui assez rapidement ignorent cette perspective-là si on ne la porte pas avec force en créant les conditions en fait d'une appropriation très large dans l'ensemble de la société. Voilà, donc c'est en fait un peu ce spectre-là. Et du coup, maintenant, moi, je suis chargée de porter un centre qui s'appelle Climat Société, justement pour revendiquer qu'on n'est pas dans notre tour d'ivoire, dans nos laboratoires, mais qu'on a une porte ouverte dans notre rôle de scientifique du climat, on ne fait pas autre chose, mais pour justement être des acteurs engagés, accompagnant les transformations de société, et pour y répondre parce qu'il y a besoin de connaissances pour ça. Merci beaucoup. David Guery, je vous donne la parole. Donc vous, j'imagine que vous allez me dire que oui, vous êtes engagé, puisque votre livre, le livre collectif s'appelle Engagement. Mais j'ajoute une petite précision, c'est que en lisant un peu l'ouvrage où il est question d'engagement sous toutes ses formes chez les géographes, on a l'impression que dès lors qu'on commence un travail scientifique, à minima en géographie, mais on pourrait l'élargir, un peu comme Valérie Masson-Delmotte l'a décrit, on est forcément engagé d'une certaine façon, selon certaines modalités. Donc est-ce que l'engagement est finalement intrinsèque au travail scientifique ? Oui, merci beaucoup pour cette invitation et puis à discuter cette question qui nous a animés avec le collectif donc du Comité national français de géographie, parce que c'est un travail collectif qui vient de journées d'études collectives auxquelles ont participé plus de 45 collègues. Et je remercie tous les collègues qui sont présents, donc notamment Amael Katarusa qui nous a accompagnés, qui est en même temps le directeur scientifique du FIGS cette année. Et puis je remercie aussi beaucoup Amélie Lefebvre-Chombard qui est aussi parmi nous et qui posait la question d'un contexte où soudainement, en tant que géographe, nous avions été largement pointés du doigt dans un ensemble de polémiques comme étant soi-disant engagés dans des causes qui ne seraient pas scientifiques. Alors c'est un vieux débat, puisqu'on a une tradition très importante de géographes anarchistes qui étaient exilés et qui ont fait les plus grands travaux de la fin du XIXe siècle, comme Élisée Reclus. Mais surtout, ça demandait à avoir un effet de recul. Parce que engager, la racine même, c'est le gage, c'est le fait de recevoir un salaire contre un travail. Et donc, à partir de là, ce sont les domestiques qui ont des gages. Et donc, on peut se dire, mais oui, premièrement, qui va payer un géographe? Et la question, elle est très simple. Dans un premier temps, ce sont surtout
des organisations puissantes, des États, des églises, des entreprises qui avaient besoin d'avoir des professionnels qui allaient leur décrire ce qui pouvait être conquis, ce qui pouvait amener à échange. Et puis, il y a une génération qui apparaît de géographes au XIXe siècle et qui sont donc la première, pour moi, véritablement, qui s'engage dans cela, c'est Flora Tristan, quand elle décrit Londres et qui pointe qu'est-ce que va être l'avenir des classes ouvrières. Et elle appelle ça promenade dans Londres, et là, elle montre que la pollution atmosphérique, elle commence par la description de l'atmosphère à Londres, de sa pollution. Elle montre l'extrême misère, mais comme Flora Tristan était quelqu'un d'exceptionnel, elle arrive à se déguiser en turc et à rentrer à la Chambre des Lords pour comprendre comment ça fonctionne, ce système londonien. Et elle écrit un texte pour qui ? Elle écrit un texte pour les réseaux militants, pour l'organisation syndicale. Elle va mourir épuisée de sa tournée et de la constitution des premiers syndicats français, donc au milieu du XIXe siècle. Et en fait, elle pose cette question de l'alerte, dire mais attention, qu'est-ce qui va venir ? Qu'est-ce que l'on voit comme système qui se met en place ? Et là, on voit une tension qui est apparue. Cette tension, elle est apparue qui vous paye et pour quel message ? La science est un bien public. C'est-à-dire que ça a l'avantage d'être quelque chose qui ne crée pas de rivalité. Si je vous donne une idée, je ne la perds pas. Si vous apprenez une nouvelle connaissance, eh bien, je ne l'ai pas perdue, bien au contraire. Et c'est très rare d'avoir des biens publics non rivaux, sur lesquels il n'y a pas de compétition. On n'a jamais une bonne idée de plus. C'est comme une langue, on n'a jamais une langue de trop. Et le fait, c'est qu'on a eu des politiques publiques avec des gouvernements qui, à un moment donné, ont cru dans le fait d'organiser au maximum cette communauté scientifique. Et en fait, de pouvoir investir largement. Et là, s'est posée une nouvelle tension qui était assez surprenante. C'est qu'en France, on considère que l'excellence scientifique passe par la liberté académique. C'est que justement, l'intérêt en termes de communauté scientifique, c'est de laisser des individus, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, trouver de nouvelles questions et d'enrichir le regard que l'on va porter sur des systèmes complexes. Et c'est pour ça que la liberté académique, elle est extrêmement importante et qu'elle va être validée ensuite par les pairs dans ses perspectives, son intérêt. Or là, soudainement, qu'est-ce que l'on a vu ? On a vu apparaître que certaines questions, et tu en as fait la liste, étaient devenues des questions qu'on ne voulait plus financer, qu'on ne voulait plus regarder. Alors on peut s'interroger, on peut se dire déjà quelle était l'ampleur des financements, parce que souvent on met en scène des questions en disant oui, vous êtes en train de questionner les questions de genre, les questions de revendications politiques. Or, en termes de budget, ça représente très peu d'argent, et en termes de production scientifique, c'est moins de 2% de ce que font par exemple les géographes. Donc on se dit quand même pourquoi on attaque ce point-là. Et surtout, pourquoi on ne veut plus entendre les paroles dissonantes ? Parce que dans la science, quand on a quelque chose qui nous interroge, eh bien justement, c'est d'accueillir ça en ami, en se disant pourquoi, quel est le regard, qu'est-ce que je n'ai pas compris, comment on peut l'étudier ensemble. Et là, soudainement, on a dit si quelqu'un apporte une parole dissonante, c'est qu'il aurait un agenda politique, c'est qu'il ne serait pas crédible en tant que scientifique, c'est qu'il ne devrait pas étudier telle ou telle question. Et en fait, on est rentré dans un moment de réaction, d'opposition, en fait, d'un agenda politique extrêmement puissant qui, en fait, ne veut pas voir la réalité. Et là, c'est ça qui m'a interrogé en tant que géographe. Pourquoi s'en prendre aux géographes ? Nous sommes une toute petite communauté en termes d'universitaires. En termes de budget, on n'est pas grand-chose non plus. Mais le problème, c'est que le géographe, il décrit ce qui est. C'est qu'il va voir un lieu tel qu'il est et il va essayer de saisir à la fois des questions extrêmement complexes concernant les questions climatiques que des questions sociales et d'essayer de faire le lien. Et à un moment donné, dans le contexte actuel, dire ce qui est, ça gêne énormément de monde. De dire que soudainement il y a une pollution qui crée des maladies, ça gêne. Dire qu'il y a des gens qui ont une baisse de leur espérance de vie parce qu'on a mis en place des systèmes injustes, eh bien ça gêne. Et là,
on voit qu'on va être qualifié d'engagé. Alors, bien sûr, forcément, on est tous engagés dans quelque chose. Et cette question, elle est plutôt de le voir positivement ou négativement. Et on voit qu'est-ce qui nous amène à dire est-ce qu'on le traite dans l'art de la conversation, c'est-à-dire de l'échange, ou est-ce que l'on traite dans le cas de l'invective. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit bien qu'on est passé dans une situation où c'est une modalité pour mettre l'invective, le conflit, et ne surtout pas mettre en ce qui est la question de la conversation qui permet de faire aboutir des solutions ensemble. Merci David Guéry. Anne-Laure Aminatzari, je pense que vous allez pouvoir vous inscrire dans la droite ligne de ce qu'a dit David Guéry, parce que je rappelle que vous vous intéressez notamment à la question des frontières, frontières égale migration, et on est typiquement dans un objet où là, pour le coup, les apports, notamment des sciences humaines et sociales, sont assez peu écoutés par le monde politique et renvoyés à une forme de militantisme alors qu'on pourrait dire no border, naïve, etc. Donc c'est presque un exemple type de ce que disait David Guéry. Alors effectivement, je peux soit intervenir en tant qu'idiote de service qui idéaliste, qui avec gaspille, vilipende en fait, enfin qui gaspille l'argent public à travailler sur des choses qui ne servent à rien. Qui servent à rien d'ailleurs parce qu'en fait sur la question des migrations, les courbes comme sur le climat sont très nettes, c'est-à-dire qu'en 2000 on a commencé à regarder qu'il y avait des morts aux frontières et on a tracé des courbes qui sont des fonctions linéaires et l'état actuel de la violence aux frontières était prévisible il y a 25 ans et donc on peut à peu près prévoir si on fait rien où on sera dans 25 ans, c'est-à-dire que ça sera exponentiellement pire. Et on peut aussi prévoir du point de vue de la gestion des frontières en fait que les frontières les plus sécures sont celles sur lesquelles en fait on communique de part et d'autre et donc où il y a non pas une fermeture mais une ouverture. Et ça se traduit, voilà, il y a de la recherche là-dessus, à la fois en sciences politiques, en géographie, en économie, etc. Donc en fait on peut de façon très simple et en même temps très complexe selon le niveau où on veut se poser, prouver des choses que les politiques ne suivent pas. Donc comment on continue à faire de la science quand en gros les résultats scientifiques qu'on produit ne servent à rien, en tout cas à rien dans le monde politique et dans le monde de la décision qui est plus aujourd'hui on dirait en anglais drivé, qui est plus orienté par des préoccupations idéologiques qu'autre chose. Et donc, comment est-ce que finalement notre rôle se trouve à un méta-niveau qui est de déconstruire ce cadre idéologique dans lequel nous fonctionnons, voilà, bon, que l'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc ça, c'est le premier niveau, si vous voulez, qui est très discordant d'un point de vue cognitif, c'est de se lever le matin en disant « je vais continuer à documenter un truc » dont je sais qu'il est important, mais finalement, pour fabriquer des résultats qui, d'un côté, enthousiasment des communautés scientifiques, des journalistes parfois, des personnes qui sont intéressées, et puis qui intéressent nos étudiants, je vais revenir là-dessus, et puis d'un autre côté, qui ne servent plus d'accompagnement, d'aide à la décision, alors que ce qu'on m'a appris quand j'étais étudiante en géographie, c'était que la géographie, c'était un outil d'appui à la décision. En tout cas, ça pouvait l'être, en aménagement du territoire plus qu'ailleurs, de façon plus directe, mais pour ce qui était voilà, de la justice sociale ou spatiale également. Donc ça, c'est un premier point qui est quand même complexe et dans lequel finalement on se dit à quoi on sert, pourquoi on continue, et on continue parce qu'effectivement, comme le disait David et Valérie d'une autre façon, nous allons chercher finalement notre travail, c'est d'être le petit oiseau dans la mine, de voir là où il y a des problèmes qui surgissent, à un moment où ils sont tout petits, et puis qui vont grandir après. C'est vrai qu'en fait, quand mon bouquin sur les frontières est sorti en 2015, écrit avant la crise de 2015, ma famille, toujours pareil, c'est un bon miroir, me disait « mais comment t'as su que ça allait être un problème ?» Bah, ça fait 25 ans, enfin ça fait 20 ans que je travaille dessus. J'écris le livre. Finalement, le livre, il est écrit avant une grosse crise, mais ce que j'ai écrit dedans passe la barrière de la crise parce que tout ce qui devait l'analyser est là.
Donc on est là pour donner les problèmes un peu à l'avance et donc normalement être écouté, on est de moins en moins entendu. Donc comment on fait? Ça c'est un premier. Est-ce qu'on continue dans cette forme d'engagement? Et je vais aller un petit peu plus loin que mes collègues dans deux directions. On garde, enfin quand on est enseignant-chercheur, en fait, on garde un espace incroyable d'action qui est notre salle de classe. Bell Hooks a dit que la salle de classe et l'espace de l'enseignement était un des espaces politiques les plus radicaux. Et c'est pas parce qu'on va endoctriner les têtes blondes, brunes, rousses, etc. C'est parce que, en fait, c'est un espace de débat et que nos étudiantes et étudiants sont des personnes extraordinaires qui sont réactives et qui nous poussent dans nos retranchements, qu'on bataille. Voilà, il faut pas se cacher. En fait, il y a de plus en plus d'étudiantes et d'étudiants dans les salles de cours qui nous disent que il faut fermer les frontières, que l'immigration est un problème négatif, etc. Et c'est plus du tout, on n'a plus du tout les mêmes auditoires qu'il y a 20 ans. Donc les débats se sont déplacés, mais ça discute, ça bataille, et on apprend justement à construire une argumentation qui va au-delà du café de commerce d'Internet que sont devenus les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un premier espace qui nous reste dans la salle de classe, quelle que soit son salle de cours, quel que soit son niveau, et qui donne vraiment envie de se lever le matin. Là où je dirais que c'est vraiment devenu compliqué par ailleurs, c'est qu'on est dans des institutions donc qui quand même pilotent la recherche, sauf si on se met à faire vraiment de la slow science, de la science lente, c'est-à-dire sans financement, ou qui va aller pirater des financements en disant que si on va travailler sur la voiture électrique, mais qu'en fait on va faire finalement on va voir comment les gens marchent à côté des voitures électriques, si vous voulez. C'est pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée de comment il faut répondre à un appel d'offres en détournant le propos. Mais c'est de plus en plus difficile. Eh bien, on a des institutions en fait qui elles-mêmes qui sont censées garantir la neutralité de ce que l'on enseigne et de ce que l'on recherche, et qui sont elles-mêmes rentrées dans un agenda idéologique. Il ne faut pas se le cacher. On a donc Valls, quand il était ministre au moment des attentats du Bataclan, qui a été le premier à dire que expliquer, c'était excuser. Et après, il s'est un peu repris sur les mots, mais il a quand même poursuivi les ministres, notamment de l'enseignement supérieur et certains de la recherche, ont continué à creuser ce sillon-là. Et aujourd'hui, donc, on a normalement une liberté de pensée qui est dans l'académie spécifique et constitutionnellement protégée. Et à cette liberté académique qui est là pour permettre justement aux scientifiques qui ont quand même, il faut le rappeler par ailleurs, une évaluation très régulière, très sérieuse de tout ce qu'ils font, et voilà, pour ne pas dévier, et donc ces scientifiques, pour permettre aux scientifiques d'aller voir là où ça sera important demain. On s'en est rendu compte au moment du Covid, par ailleurs. Tous les financements sur ce type de virus avaient été clos en France, et puis on était allé chercher ailleurs, alors qu'il y avait des scientifiques qui disaient qu'il fallait continuer. Donc voilà. Et donc ces institutions, je terminerai là-dessus, aujourd'hui, elles sont en partie contre nous. En tout cas, dans les institutions, ça devient extrêmement polarisé. On a quand même des personnes qui sont issues de l'académie, qui se prévalent de leur titre académique alors qu'elles sont à la retraite dans d'autres domaines pour dire je suis directeur de recherche, je suis professeur. Ils disent pas qu'ils sont en mathématiques et qui vont donner une opinion sur la philosophie, ou qui sont physiciens et qui vont donner une opinion sur la géographie, et qui se permettent vraiment n'importe quoi. Et donc on a aujourd'hui, il faut quand même, on est sur une bataille rangée sur l'utilisation du vocabulaire. Avec au premier rang au front la cancel culture et le wokisme et compagnie. Et c'est vrai que sur cette question de la cancel culture, ça sera vraiment, s'il y a qu'une seule chose à retenir de ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que ceux qui annulent les autres, c'est pas ceux qui sont annulés, c'est pas ceux qui sont accusés de cancel culture, qui sont en fait des gens minoritaires. Cette fameuse cancel culture, c'est-à-dire interdire à quelqu'un de parler, en France, elle existe assez peu.
du point de vue des cercles de l'extrême gauche qui sont vilipendés sous cette appellation. Par contre, des gens qui sont bien installés se dotent aujourd'hui d'outils pour faire taire les autres. Et il y a une tension très très forte dans laquelle on doit se positionner au quotidien. Valérie Masson-Delmotte, je veux bien vous entendre justement à ce sujet, parce que, alors, je vais prendre beaucoup de risques vu l'actualité et le backlash écologique qu'on vit aujourd'hui, y compris en France, mais on pourrait dire que autant sur la question des migratoires, l'idéologie politique en vigueur est très différente des acquis de la recherche en sciences sociales, autant en ce qui concerne les sciences du climat, la réalité du réchauffement climatique ne fait plus débat, en tout cas fait moins débat. Alors est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vient de dire Anne-Laure Emilazari depuis votre discipline de sciences dures ou pas? Alors, en fait, la première chose que je voulais dire, c'est en fait le travail de scientifique, c'est en fait de la rigueur, d'établir des faits, d'établir des méthodes de manière transparente, vérifiable, réplicable, objective, avec humilité en fait, et ça va toujours avec la pensée critique de tout point de vue. Et en sciences du climat, finalement, les bases, c'est observer, c'est de la physique, de la chimie, de la biologie qu'on applique au système climatique, c'est des outils de modélisation, c'est la connaissance des grandes variations passées, ça c'est nos éléments. Et ensuite, c'est ça qui construit la compréhension, notamment de l'influence humaine sur le climat. Premiers travaux qui montraient que c'était les humains responsables de la hausse des teneurs en gaz à effet de serre dans l'atmosphère, 1957. Premier briefing d'un président américain dans les années 60 et des entreprises du pétrole américaines à ce moment-là. Premier rapport scientifique approfondi de l'Académie des sciences américaines, 1979. Ça, c'était le moment de l'alerte. Après, il y a eu le moment de l'organisation de l'expertise scientifique dans les années 80. Ça a conduit à la mise en place du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, chargé de faire un état de l'art, en fait, de ce qu'on sait sur la manière dont fonctionne le climat, pourquoi il change aujourd'hui, comment il peut changer demain en fonction de ce qu'on va faire, les risques, mais aussi la manière d'y répondre. Et ce n'est pas le GIEC qui dit ce qui doit être mis en place, c'est chaque levier d'action, le potentiel, les limites, les effets indésirables, les coûts, l'éco-bénéfice. Donc c'est un outil, en fait, de connaissances scientifiques, un socle factuel reconnu par tous les pays, qui ensuite peut être mobilisé pour choisir, en fait, ce qu'on va déployer dans un endroit donné, dans un contexte donné, avec les connaissances locales qui sont indispensables. Ça ne suffit pas. Donc je voulais juste situer, en fait, cet état des lieux. Bon, alors ce qu'on sait très bien, c'est que chaque dixième de degré en plus, ça augmente des impacts et des risques. On sait que c'est dû aux émissions de gaz à effet de serre avec des responsabilités historiques et actuelles par pays, par personne très différentes. Et on sait que les vulnérabilités par rapport au changement climatique sont très différentes. C'est d'ailleurs le travail des géographes et le métier le plus représenté, la discipline la plus représentée d'ailleurs, autour notamment de tous les enjeux d'adaptation, de résilience, de risque, c'est la contribution des géographes dans le monde qui joue un rôle clé. Et en fait, on pourrait se dire, collectivement, chacun à son échelle, les gouvernements vont s'appuyer sur ce constat scientifique, ça va construire en fait une action dont la puissance va se renforcer dans le temps. Et on voit que l'action pour le climat, elle est montée en puissance. On a un ensemble de pays qui ont déjà baissé leurs émissions de gaz à effet de serre. La dernière bonne nouvelle, c'est du côté de la Chine, ça baisse depuis 12 mois, c'est nouveau. Ce n'est pas que les pays qui se sont industrialisés tôt, ça peut être aussi des pays émergents. On a une capacité à agir, en fait, en jouant sur la sobriété, l'efficacité des aspects technologiques et en s'appuyant sur la nature, en la protégeant, en la restaurant. Voilà, on comprend bien, en fait, les leviers d'action, et ça dérange. Ça dérange profondément. Ça dérange à un point tel, parce qu'on n'est plus dans discuter de ce qu'on veut faire, on est dans la mise en œuvre concrète, en fait, des politiques publiques, des incitations, des cadres réglementaires, des évolutions de normes qui touchent l'activité économique. Et là, on rentre dans le dur. On rentre dans le dur et ça se manifeste de manière particulièrement criante aux États-Unis. Alors, du coup, c'est des connaissances qui dérangent. Pourquoi est-ce qu'elles dérangent ? Quand on regarde, par exemple, ce qu'on appelle, nous, l'attribution, c'est-à-dire qu'est-ce qui est responsable du réchauffement ? C'est les activités humaines qui émettent des gaz à effet de serre, ça c'est une certitude, qui sont responsables de l'intégralité du réchauffement observé jusqu'à présent. Après, ce qu'on peut dire, mais qui est responsable le plus ? Premier émetteur historique, les États-Unis.
Après, la Chine et l'Union européenne, à peu près à part égale, la France top 10 des émetteurs responsables du réchauffement actuel. Il faut mesurer notre responsabilité. Puis après, on peut regarder plus finement, mais qui dans les pays ? En fait, les personnes les plus riches contribuent le plus par leur style de vie, par leurs investissements. Et donc 10% de la population mondiale, en gros, est responsable de la moitié du réchauffement. Et puis la moitié de la population mondiale la plus pauvre, très vulnérable face aux conséquences, elle n'est quasiment pas responsable de rien. Donc on touche à des enjeux en fait de justice. Et puis de la même manière, on peut regarder qui est vulnérable en fonction des lieux de vie, des inégalités territoriales. Vous êtes en zone inondable, vous êtes exposé aux incendies de forêt, vous êtes dans un centre-ville dense avec des îlots de chaleur urbains, très exposé aux vagues de chaleur, vous êtes exposé aux ruptures d'approvisionnement en eau, vous êtes agriculteur directement touché par les aléas climatiques ou pêcheur et vos revenus diminuent quand il y a moins de prise de pêche dans un océan plus chaud. On voit qu'en fait, il y a beaucoup de vulnérabilités professionnelles, personnelles, en fonction du lieu de vie, en fonction des revenus. Puis il y a des inégalités entre générations qui sont énormes. Un enfant qui naît aujourd'hui, il va être exposé de manière disproportionnée à des vagues de chaleur, des pluies intenses, des sécheresses, des conditions propices aux feux de forêt et la montée du niveau de la mer par rapport à ma génération, par rapport à la génération d'avant. Donc ça pose des questions de justice, d'inégalité qui sont très clairement identifiées, cartographiées. Et puis on a cette capacité à agir. On a des leviers d'action. On peut se déplacer sans recourir au pétrole. On peut se nourrir en réduisant notre empreinte environnementale. On peut avoir des logements plus performants, se chauffer sans recourir au fioul ou au gaz. Et en fait, ça dérange. Qu'est-ce que ça dérange ? Ceux qui ont tout intérêt à ce que rien ne change. Notamment un certain nombre d'acteurs économiques qui cherchent simplement à continuer à vendre du pétrole et du gaz, et puis qui sont extrêmement influents de multiples manières. Par exemple, aux États-Unis, on peut acheter des partis politiques. Il n'y a pas de limite, en fait, au soutien à des partis politiques. Donc, si vous êtes une entreprise qui a tout intérêt à ne pas avoir de cadre réglementaire, vous allez peser de tout votre poids dans la vie politique. Vous allez exercer votre influence à travers des médias, des réseaux sociaux qui propagent de la désinformation. Vous avez vu la désinformation sur le climat. Quand on a une sécheresse en 2022, vous avez partout sur les réseaux sociaux, c'était pire en 76. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous regardez sur les voitures électriques, tout ce qui circule, vous êtes inondé de désinformation. Qui la propage ? Qui la crée ? Qui la multiplie ? C'est une vraie question. Donc ensuite, c'est un deal. Donc vous avez ces acteurs économiques qui exercent leur influence, qui mettent au pouvoir des personnalités, des partis politiques qui vont servir leurs intérêts. Et ensuite, la contrepartie, c'est moins d'impôts pour ces entreprises ou les personnes très fortunées et moins de réglementation environnementale. Alors là, c'est là où ça nous concerne directement. Parce que finalement, le droit de l'environnement, sur quoi c'est basé ? Pourquoi est-ce qu'il faut toucher aux émissions de gaz à effet de serre ? Pourquoi il faut toucher à la gestion de l'eau, par exemple ? C'est quoi les bases du droit de l'environnement ? Première base, les espèces menacées. On ne veut pas détruire le vivant. Donc qu'est-ce qui encadre aux États-Unis, par exemple, le fait d'interdire de déverser des polluants dans l'eau, le suivi des espèces menacées ? Donc il faut arrêter de faire ce suivi. Plus de suivi, plus de données, plus de cadre juridique, on peut déverser ce qu'on veut. Relancer le charbon, qui pollue l'air, qui touche les communautés vulnérables, puisqu'on va arrêter de suivre leur santé. On va arrêter d'avoir des recherches sur les inégalités de santé selon les territoires. Donc on ne pourra pas savoir, quand vous êtes en train en permanence de respirer un air pollué, que vous êtes plus malade que les autres. Et puis, la dernière chose, c'est ce volet-là, pas simplement les espèces protégées, mais les droits humains fondamentaux, la santé, l'eau propre, l'air propre, le droit à un environnement sain. C'est ça la base du droit de l'environnement. C'est comme ça que ça s'est construit. C'est fragile, en fait. Ce n'est pas un droit qui est extrêmement dur. Et en fait, aux États-Unis, c'est ça qui est ciblé. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On parlait de liberté académique. Mes collègues, qui sont fonctionnaires américains dans l'équivalent de Météo France, l'agence Océan-Atmosphère, la NASA, n'ont pas le droit de parler à la presse, n'ont pas le droit de me parler. Ils ont interdiction de communiquer avec les chercheurs des autres pays, de parler au public, de parler à la presse. Il faut imaginer, en fait. Ensuite, censure. Alors, vous avez dit les mots interdits. Dans les mots interdits, il y a risque climatique, il y a inégalité environnementale, il y a gaz à effet de serre, pollution, sciences du climat, modèle de climat. Donc ce que je vous dis là, je ne pourrais pas le dire aux États-Unis si je respectais cette censure. Après, c'est des coupes budgétaires sur les centres de recherche qui travaillent sur ce sujet, des purges, toute une approche d'intimidation, en fait, sur les universités qui sont un bastion de liberté académique. Mais
quand on les menace de couper les budgets, ça se complique très rapidement. Donc on voit en fait la machine en fait d'une forme d'autocratie qui, pour moi, a très peu d'analogues historiques, qui se met en œuvre, et pour museler finalement des sciences qui touchent aux aspects liés au climat, à l'environnement, à la santé, aux inégalités, aux écosystèmes, puis après ça s'élargit. Donc les cibles, après, c'est la culture, les musées, le contenu des manuels scolaires, l'éducation. Et donc on voit bien que c'est une mainmise de sorte à réduire finalement la capacité critique qu'apportent les sciences par rapport aux enjeux de transformation vers la soutenabilité au sens large, des sociétés durables, moins injustes, que portent les faits scientifiques. Alors c'est la caricature ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est pas très loin de chez nous en fait. En Hongrie, il y a eu d'énormes atteintes à la liberté académique. En France, en fait, on attaque littéralement l'Office français de la biodiversité ou l'Agence de santé environnementale et sanitaire. Et en fait, c'est pas très loin. Vous voyez ces menaces où à un moment donné, le constat scientifique, factuel, la protection de l'environnement et de la santé dérange. Et qu'est-ce qui est en jeu? Ce sont vos conditions de vie à vous. Et je termine là-dessus, en fait. Pour moi, en fait, un des cadres de décision les plus importants récents, c'est la décision de la Cour internationale de justice qui a été publiée cet été, qui considère en fait que la protection du système climatique, c'est-à-dire éviter d'ajouter des gaz à effet de serre qui piègent de la chaleur, qui est à l'origine de tous ces risques climatiques, c'est intimement lié en fait à la jouissance des droits humains fondamentaux, vos droits en fait, vos droits à un environnement sain, stable, à une alimentation abordable, le droit à des habitats sûrs, mais aussi le droit à bénéficier finalement des services liés au milieu naturel, aux écosystèmes, qui sont très importants. Et je termine sur cet aspect-là qui est en fait revenir sur des questions fondamentales de valeurs. Une des valeurs qu'on s'est données collectivement dans nos sociétés, c'est le respect de la dignité humaine. Mais je pense qu'en fait, ce n'est pas suffisant aujourd'hui. D'abord, ce n'est pas appliqué, et ce n'est pas suffisant. Parce que finalement, les deux autres aspects qui sont très importants par rapport aux enjeux liés aux atteintes qu'on porte sur l'environnement, c'est l'habitabilité de certains territoires. C'est vraiment un enjeu important. Et le deuxième enjeu, c'est les interdépendances. C'est-à-dire mieux comprendre à quel point on dépend de forêts en bonne santé, de sols en bonne santé, d'une eau en bon état, d'un océan qui protège la vie marine, qui est une condition en fait de ressources, de revenus pour certains. Et finalement, la meilleure réponse aux attaques américaines, qui essaient de faire des rapports bidons, donc ils essaient de jouer le jeu de la science pour faire croire qu'ils s'appuient sur des éléments factuels complètement biaisés pour enlever le cadre réglementaire, la meilleure réponse récente, c'est l'Académie des sciences américaines, sciences, médecine, ingénierie, qui a repris les éléments probants qui relient changement climatique, risque pour la santé, les revenus, la sécurité des lieux de vie, les écosystèmes, qui a fait un rapport mais incroyable, court, puissant, 15 ans de données nouvelles, tout n'a fait qu'être renforcé des connaissances qui justifient d'encadrer les émissions de gaz à effet de serre. Résultat, le Congrès américain menace de couper tous les financements de l'Académie des sciences, d'où l'importance en fait d'avoir un cadre fort, juridique, pour protéger la liberté académique et faire en sorte que quiconque soit au pouvoir demain, cette liberté soit préservée comme un garant en fait de la place des faits dans nos démocraties. Merci beaucoup. Je rebondis sur un élément que vous avez donné au début de votre intervention, quand vous avez décrit aussi toutes ces connaissances locales, Valérie Masson-Delmotte, et fait référence au travail des géographes. Moi, je voudrais revenir avec vous, David Guery, là-dessus, parce que dans cette question de l'engagement du géographe, il y a ce rapport au terrain et à une échelle locale. Et je pense que cette échelle locale, elle est intéressante à questionner pour répondre à ces enjeux sur désobéir, s'engager, parce que c'est là aussi qu'on documente les conséquences du réchauffement climatique, qu'on documente les effets d'un projet d'aménagement, donc on se confronte à des acteurs économiques locaux dans des situations très concrètes. Et c'est aussi là, c'est évoqué dans certains chapitres, où on fait face au pouvoir de l'État, ou au pouvoir politique en tout cas, à travers ses représentants locaux, et parfois ce face-à-face est aussi compliqué. Oui, alors effectivement, comme le disait Valérie, il y a un seul point qu'il faut avoir en tête. Il y a un seul horizon qui est quelle est l'espérance de vie en bonne santé des hommes et des femmes qui vivent dans un lieu. C'est la seule unité de mesure.
Le reste, ce n'est que de la construction, on va dire, purement spéculative sur des rapports de revenus. Et quand on revient sur cette réalité, quelle est l'espérance de vie en bonne santé des individus, hommes et femmes? On réalise une chose, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres poreux. Hein, on a la mythologie de beaucoup de gens qui se sentent supérieurs, mais en fait, le problème, c'est qu'un être humain, il est poreux, il respire, il boit, il mange, et il va être traversé constamment par des bactéries, par des virus, et ces virus, ces bactéries peuvent être aussi bien ses alliés que ses ennemis. Et la question, c'est quand vous repensez que, en fait, vous êtes un être poreux, et que la seule chose qui vous intéresse, c'est l'espérance de vie en bonne santé, eh bien, soudainement, tout devient assez clair. En vous disant, est-ce que l'opération qui va être menée là va ou pas augmenter l'espérance de vie en bonne santé? La négociation qui a été faite depuis le début, on va dire vraiment la fin du XVIIIe siècle, hein, sur l'armée révolutionnaire, avec Chaptal, c'est de dire que si on veut une armée puissante, on peut autoriser la pollution de certaines usines à côté de Paris. Et là, soudainement, on a eu des plaintes localement. Et Paris était une grande ville agricole. Et en fait, les gens déclaraient, mais nos animaux tombent malades, nous tombons malades, mais on disait, non, l'armée avant tout, la défense de la France. Et à partir de là, on est rentré dans ce grand arbitrage qui était de dire, au nom de la puissance, au nom d'un niveau de revenu, vous pouvez sacrifier votre santé. Et le problème, c'est qu'on va le retrouver constamment. Alors quand on travaille localement, c'est le problème du géographe, c'est qu'il arrive, il voit un contexte local qu'il va, à un moment donné, déclarer comme un terrain d'étude. Alors il faut revenir sur cette notion de terrain chez le géographe, c'est que les premiers géographes, ils n'avaient pas beaucoup de moyens financiers, même lorsqu'ils étaient embauchés par la puissance publique comme professeurs, d'abord dans des établissements secondaires, un petit peu à l'université. Et donc, on leur avait une méthodologie en disant, voilà, tu n'as pas d'argent, tu iras avec le train ou le vélo, tu ne peux pas acheter d'appareil photo, ce n'est pas dans tes revenus, donc tu vas développer une méthodologie locale où tu vas t'interroger sur tous les phénomènes. Et à ce moment-là, on a eu l'idée que l'une des pratiques géographiques, qui était la moins coûteuse, qui était celle que pouvait mener tout à chacun, était une analyse de terrain, de décrire très précisément ce qui se passait localement. Et là, soudainement, on voyait poindre les contradictions. Parce que, effectivement, quand vous arrivez dans une ville et que vous voyez un grand projet politique, et que l'on va vous dire, ce projet, il est merveilleux, nous allons développer une métropole. Cette métropole va se traduire par des investissements majeurs. Et elle va amener à une attractivité économique nouvelle. Et que cette métropole va être l'exemple même de la grande métropole. Et que vous avez un homme politique charismatique qui porte ce projet. Et que vous avez un géographe comme M. Laurent Viala, un de nos collègues, qui arrive et qui dit, jeune doctorant, il dit, mais les résultats montrent que ça attire aussi des gens qui croient à votre message de cette métropole attractive du Sud, Montpellier pour ne pas la citer, et ces gens arrivent croyant à ce rêve, et puis finalement ils ne trouvent pas de logement, et puis comme ils ne trouvent pas de logement, ils vont se déplacer dans des villages où il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de système adapté pour qu'ils trouvent un emploi, et on crée des poches de pauvreté. Et là, les autorités politiques ont fait « Mais qu'est-ce qu'il veut ce jeune? De quoi il nous parle ?» Et il a fallu attendre 15 ans que ces idées comme quoi la métropolisation allait avoir des effets d'emballement des injustices sociales et créer des trappes à pauvreté. Et qu'à partir de là, eh bien, son discours, comme il le dit, il était inaudible. Et ça veut dire que vous allez être marginalisé. Et aujourd'hui, on a de nombreux jeunes chercheurs et chercheuses qui sont pleins d'allant et qui vont aller travailler avec des collectivités territoriales. Et la collectivité territoriale leur dit, tu vas faire une bonne analyse scientifique, tu vas utiliser tel outil pour faire telle mesure. Alors le problème, c'est que ce que va se poser un jeune doctorant de Lyon, qui va dire, mais qui travaille à Grenoble, et
donne les sources. Il dit, mais est-ce que vous pensez que c'est de la science? Il dit, ça c'est un travail technique. Vous avez déjà choisi l'indicateur, vous avez déjà choisi ce que vous voulez mesurer, et vous avez pratiquement déjà la réponse. Oui, alors, oui, les élections, je rappelle, c'est l'année prochaine. Et en fait, c'est un processus d'instrumentalisation. Parce que ce n'est pas le fait que ce soit mauvais en soi, c'est le fait que ça, c'est connu. Il est clair que si vous allez ajouter des arbres, si vous allez mettre un sens de circulation différent, vous allez avoir une baisse du niveau sonore, que vous allez avoir un meilleur... Mais la recherche pour demain, c'est d'aller au-delà, de voir quels sont peut-être les autres problèmes qu'il y a dans ce quartier. Et donc, le fait de connaître très profondément un lieu amène à avoir toujours une dissonance. Parce que c'est de voir aussi ce lieu se transformer. Et le problème du terrain, c'est qu'il ne répond pas toujours à vos hypothèses. Parce qu'en tant qu'extérieur, vous êtes dans le statut de l'ignorant. Socrate pose la question de qu'est-ce que le savoir? Eh bien, il y a la première chose, c'est l'ignorance absolue. J'ignore ce que j'ignore. Et notre problème, c'est que souvent nous ignorons ce que nous ignorons. Nous arrivons sur place et nous avons des gens qui, en revanche, savent ce qu'ils savent. C'est-à-dire, quand on vous interroge, vous savez ce que vous savez. Et moi, j'arrive de je ne sais pas où ni comment, et j'ignore ce que j'ignore. Et je me dis, mais alors là, qu'est-ce qu'il me raconte? Comment ça, il y a des cancers d'enfants dans cette région? Mais ça se saurait. Et puis, vous tombez sur des familles qui vont vous dire, mais on ne comprend pas. On a des cancers pédiatriques en série, micro-localisés. Et tout le monde dit, mais non, c'est pas possible. Déjà, c'est pas la bonne unité de mesure. Alors déjà, vous adressez à quelqu'un qui a son enfant, qui est malade, éthiquement, et lui dire, tu n'es pas dans la bonne unité de mesure. Voilà, hein, il y a quand même un problème éthique. Puis la deuxième chose, quand bien même, l'hypothèse qui est donnée de quelqu'un qui sait très bien que son enfant est malade est de l'interroger, de voir ce qui se passe, surtout quand les voisins ont la même chose. Or, qu'est-ce que l'on a dans la situation aujourd'hui, et notamment les États-Unis ont été le premier exemple, parce que ça a été mesuré, c'est l'effondrement de l'espérance de vie. Le grand économiste Angus Deaton, qui a eu le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, donc le prix Nobel d'économie, son dernier ouvrage s'appelle « Mort de désespoir, l'avenir du capitalisme ». Angus Deaton va documenter très précisément l'effondrement de l'espérance de vie des Blancs américains. Il dit c'est bizarre. On a des statistiques ethniques. Les Blancs ont un effondrement de leur espérance de vie, mais ni les Noirs, ni les Hispaniques, ni les communautés asiatiques. D'où ça vient? Et là, il commence à documenter. Il voit parce qu'ils vivent dans des lieux extrêmement pollués, abandonnés, qui sont multipliés à travers les anciennes Rust Belt, et que en fait, ces gens, ils ne peuvent pas quitter leur maison, alors que les entreprises sont parties et ont laissé un état de pollution désastreux, et ils n'ont aucun revenu pour pouvoir accéder à une eau de qualité. Puis il s'aperçoit ensuite que leurs enfants, qui rêvent de faire des études dans des universités américaines, qui font payer des droits d'inscription de plus en plus élevés, n'ont pas d'avenir. Donc ils vont consommer très fortement de nouvelles drogues qui apparaissent. Et il documente à partir de 2007 l'effondrement de l'espérance de vie des jeunes de 20 ans. Sauf que ce sont à chaque fois des phénomènes localisés, de gens qui ne trouvent pas à être entendus. Et bien sûr, à ce moment-là, qu'est-ce que l'on va avoir? On va dire, oui, c'est bizarre, toutes ces personnes-là, elles portent en elles une colère, elles vont être dans l'invective, mais parce que personne ne les écoute. Et quand on regarde notre territoire français, parce qu'on a la même chose au Royaume-Uni, puis on commence à voir la même chose en France, on voit bien que ces inégalités d'espérance de vie sont en train de se glisser. Et quand on arrive sur le terrain, une entité extrêmement claire, on va toujours avoir quelqu'un vous dire tout va bien, c'est un problème politique, un problème de financement, puis alors, il y a toujours... Et en fait, on s'aperçoit que non, on a laissé tout un ensemble de personnes qui savent très bien ce qu'elles vivent, qui savent très bien dans quelle situation, ne pas être écoutées. Et donc là, le rôle qui va être devenu, c'est cette nouvelle science, qui est une science ouverte, participative, citoyenne, où le fait, il n'y a pas un rapport de sachant, nous ne savons rien. Nous sommes en train d'essayer de comprendre ensemble et de valider progressivement des savoirs. Et bien sûr, il y a des dissonances locales en permanence. Et ces dissonances locales, elles ne doivent pas être oubliées, occultées, elles doivent être interrogées. Et quand on vient, et je reviens sur une situation comme Saint-Dié,
on voit bien quel est le contexte dans lequel se trouve soudainement une région qui va avoir perte d'emploi, abandon d'un certain nombre d'industries, transformation des relations sociales. Et là, quelle est la responsabilité peut-être du scientifique? Parce que, quelque part, comme le disait Valérie, on vit grâce à vous. Et c'est une chance immense que dans la répartition des tâches que se donne une société, de dire, ben voilà, moi, je peux faire quelque chose qui m'intéresse parce qu'il y a des personnes qui, tous les jours, vont faire d'autres tâches dans lesquelles je dépends. Et quand on a l'organisation, pareil, d'une situation d'un festival comme celui-ci, c'est grâce à tous ceux dont on dépend, toutes les personnes qui se mobilisent et qui permettent de faire un lieu de conversation scientifique. Parce que c'est ça aussi le terrain aujourd'hui, c'est un lieu où on peut avoir une conversation scientifique et on peut faire justement remonter des situations qui sont souvent invisibilisées, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas écouter, mais qui deviennent soudainement, pas majoritaires, mais récurrentes. Merci beaucoup, David. Anne-Laure Amiladzari, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur cet agenda idéologique qui vous semblait de plus en plus manifeste. Évidemment, vous pourrez aussi réagir à ce qui a été dit avant, mais vous avez dans un article collectif récemment documenté une polémique qu'il y avait eu sur l'annonce d'une ancienne ministre de l'enseignement supérieur de demander au CNRS de réaliser une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Frédérique Vidal, pour ne pas la nommer, une enquête qui n'a jamais véritablement été réalisée. Moi, tout à l'heure, David Guery a parlé de la question de l'engagement, de cette importance de la question financière, du financement de la recherche publique. Vous l'avez dit aussi d'ailleurs un petit peu, Valérie Masson-Delmotte. Je ne sais pas si on peut séparer comme ça les phénomènes ou si au contraire ils sont extrêmement imbriqués, mais est-ce que vous voyez cette offensive idéologique que vous avez décrite comme le prélude à ce qui s'est passé aux États-Unis, aux coupes budgétaires franches, ou est-ce que, voilà, comme je le disais, les choses vous paraissent déjà emmêlées au sens où finalement l'appauvrissement, il est déjà là? Alors, pour répondre à toutes tes questions et puis pour répondre aussi à mes collègues, en fait, ce qui se passe aux États-Unis, on voit toujours la poutre dans l'œil du voisin, la paille. Mais en fait, on se dit que dans l'œil chez les voisins, c'est toujours pire. Chez nous, en fait, il y a eu un petit livre qui devait paraître à la rentrée, qui était une réinterprétation de La Belle et la Bête, qui a été imprimé, dessinateur Jules, fait par Jules, Silex and the City, un monsieur a priori gentil et pas qui va un peu toucher sur les problèmes de société et faire rire. Et donc la ministre Madame Borne a au dernier moment supprimé ce livre. Donc il a été censuré, ça existe chez nous. Pourquoi le livre a été censuré? Enfin, pour préciser, il devait être distribué, aux élèves gratuitement à tous les élèves du privé. Et c'est ça qui n'a pas eu lieu. Par contre, il est en vente en librairie. Alors il a été commandité, il a été payé par votre argent. Et après, je ne sais pas ce qui a été fait de tous les exemplaires qui ont été payés et pas distribués. Mais en tout cas, donc ça c'est une gabegie. Et ensuite, Jules ayant effectivement les droits sur son livre, il a été mis en vente et c'est un succès de librairie par ailleurs. Mais donc il y a quand même quelques centaines de milliers d'euros qui étaient mobilisés là-dessus. Ça a passé toute une série de contrôles, de validations, et au dernier moment, est-ce que on va pas rentrer dans le débat de savoir si c'était parce que la petite fille avait les cheveux frisés ou si c'était parce que c'était pas vraiment la bonne façon de parler d'éducation sexuelle. Mais en tout cas, en France, dans un ministère qui est un des plus gros consommateurs de ressources publiques, qui est le ministère de l'Éducation nationale, on a déjà ce genre de problème. Et dans les ministères de l'Environnement, ailleurs aussi, on lance des choses, on revient en arrière, etc. parce que les politiques publiques sont commandées parfois par la raison et parfois par bien d'autres choses, avec des prises de position très problématiques. Et donc des prises de position problématiques qui sont
je vais utiliser un mot compliqué, mais qui sont performatives, c'est-à-dire que le fait de dire des choses va créer de la réalité même quand c'est faux. Donc à un moment donné, en 2020, on est en pleine crise du Covid, donc il y a plein de problèmes qui traversent la société, mais il y a 2 ministres qui s'arc-boutent sur un problème qui en est peut-être un, mais sans doute pas de l'importance qu'on veut lui donner à l'époque, qui est donc l'islamo-gauchisme, un terme fabriqué de toutes pièces par une personne dans un livre et qui va être mobilisé après par un certain nombre de groupes. D'ailleurs, ça refait surface régulièrement avec 2 ministres qui sont pas d'accord, de l'enseignement supérieur qui dit ça n'existe pas, et puis Madame Borne qui répond mais si quand même, il faut pas l'oublier. Et donc à l'époque, effectivement, on a Madame Vidal qui est ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui s'emporte et qui dit qu'il faut absolument une commission d'enquête pour trouver, débusquer les méchants wokistes qui sont dans l'université, wokistes, islamo-gauchistes, etc., etc. Et en fait, on a été 6 à se mobiliser, à engager une action de justice pour demander si ce rapport avait été mené, et si ce rapport avait donné des conclusions, puisqu'en fait, par ailleurs, nous, on fait de la bibliographie, on sait exactement, comme le disait David, que en fait, les recherches qui peuvent faire l'objet de l'accusation de ces mots-là, que je ne voudrais même pas employer, sont très, très, très minoritaires. Et en fait, ce rapport n'a jamais été commandité. Et donc l'axe d'accusation, et ça après c'est remonté, c'est allé à plusieurs niveaux de justice. Ça dépense de l'argent public aussi, de faire travailler des juges. C'est qu'en fait, on accusait, l'accusation était pour abus de pouvoir, parce qu'en fait, un ministre ne peut pas dire je vais faire ci, je vais faire ça, je mets une culotte rouge, je mets une culotte verte, tout le monde doit mettre des culottes rouges, tout le monde doit mettre des culottes vertes. Parce que, en fait, effectivement, ça crée de la confusion générale. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on est dans un monde qui entretient la confusion à dessein. C'est-à-dire, c'est sans être complotiste, mais c'est ce retournement continuel des mots qu'on avait l'habitude d'utiliser dans un certain sens. Donc, résistance, liberté, etc. Donc et un des pires étant la question de la liberté d'expression, la liberté de penser, je reviendrai dessus. Mais donc voilà, on a voulu se mobiliser à un moment donné en tant qu'académique, sachant en fait comment fonctionnait la science, pour demander à notre ministre, qui normalement est une scientifique puisqu'elle était présidente d'université et issue du Sérail, de faire quelque chose qui pouvait encore relever de l'éthique qui nous reliait. Et on a pu prouver, mais c'est 3 ans plus tard, qu'en fait, elle avait menti. Et le problème, c'est qu'en fait, dans tous ces débats, une fois qu'on distille un mensonge, et c'est la question des fake news dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on peut raconter n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, plus c'est gros, plus ça passe, vous le savez. En fait, le petit démenti du lendemain d'un petit scientifique, bon là on est gros, on est sur une estrade à Saint-Dié-des-Vosges, dans des fauteuils rouges, mais en fait par rapport aux grands médias privés, en fait on ne pèse rien. Et on se fait écraser comme des petites fourmis. Et donc, si quelqu'un dit quelque chose sur un média d'influence nationale, eh bien, même si vous avez un droit de réponse dans un astérisque le lendemain, personne ne saura que c'était faux. Donc là, en fait, ce qui était très grave, c'est qu'on a des ministres, en plus, qui sont responsables de nous-mêmes, qui mentent, dont on subit en fait les mensonges. On a des présidents d'universités aujourd'hui qui commencent à prendre ce tournant-là, notamment, là c'est l'université de Tours qui est en train de fabriquer une charte pour essayer d'obliger les personnels à ne pas prendre de position publique qui pourrait être contraire à on ne sait pas très bien quoi. Je voudrais simplement qu'on revienne sur ce que c'est que la liberté académique et ce que c'est que la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est que vous pouvez dire à votre voisin que c'est un connard, et en plus, ça sera même pas passible d'une attaque diffamatoire, parce que dans l'attaque diffamatoire, il faut prouver qu'il n'y avait pas de conflit entre les personnes avant. Donc, si vous vous entendez pas bien avec votre voisin, c'est tout à fait possible dans la société, c'est même courant. Ne le prenez pas pour vous, David. Hein. Non, on s'aime beaucoup. Mais votre voisin, n'importe où, votre cousin, votre cousine, il y a toujours la cousine qu'on n'aime pas. Mais
la liberté académique et la liberté de parole scientifique, c'est effectivement un tout petit peu différent. C'est la liberté, en fait, d'aller penser dans des lieux qui ne sont pas balisés et de le faire de manière qui est justifiable et justifiée. Et je pense que pour nous, de ce côté de la table, et là où on a envie de vous emmener, c'est dans ce combat-là, c'est-à-dire dans la capacité à continuer à à être les porte-parole d'une pensée qui est construite, qui est justifiée, et où le langage n'est pas constamment retourné. Et pour prendre aussi la suite de ce que disaient mes deux collègues, nous sommes en fait dans une situation ambiguë parce que et que nous vivons, qui nous traverse de manière violente. Parfois, on peut faire l'objet de menaces de mort, de protection scientifique, de devoir aller au tribunal pour justifier ce qu'on raconte. Ça m'est arrivé. Du coup, mais ceci dit, on est dans l'académie. Donc on est quelque part dans une situation privilégiée, on a un salaire, on est revenu dessus. Je pense qu'en fait, la question qu'on discute autour de la table, elle est aussi extrêmement préoccupante du point de vue de la formation à la recherche et de la formation tout court, puisque en fait, ces pressions qui sont autour de nous, heureusement, elles ne sont pas aussi finalement puissantes qu'elles voudraient l'être, mais elles sont quand même très intimidantes. Et autant, en fait, les résultats vont se mesurer du côté de la réduction de la recherche sur les mots interdits que l'on a cités tout à l'heure, autant elle va aussi être de l'ordre de l'autocensure. Et je pense qu'on n'a pas encore mesuré les effets de cette autocensure sur nous-mêmes, sur les jeunes et sur le fait qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui se disent est-ce que je vais vraiment faire une thèse sur la gestion des déchetteries, sur les problèmes de genre et compagnie, parce que c'est pas ça qui va. Si je suis face à quelqu'un qui est appuyé par un acteur économique, j'aurai pas la bourse de l'école doctorale. Je sais que en fait, j'aurai pas de bourse privée. Je sais que peut-être si je fais la thèse, je ne serai pas soutenue. Et donc en fait, on est aussi quand même dans un moment où assez compliqué, où il faut continuer à faire des alliances, où nos alliances sont effectivement David l'a aussi très bien dit, avec les personnes qui sur le terrain fonctionnent documentent avec leur savoir et activent leur savoir de manière différente. Mais on est dans un moment aussi où je le disais tout à l'heure qu'à la fois la salle de classe était un lieu d'activisme, en tout cas d'action, d'action de la pensée en axe, et en même temps que c'était de plus en plus difficile. Ça devenait compliqué parce que l'autocensure était en marche, en même temps que la censure. Pour pouvoir prendre les questions de la salle, je vais vous demander à chacun une réponse vraiment très, très courte là, pour conclure. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi, pour terminer sur une note un tout petit peu plus optimiste, voir sur quoi on peut s'appuyer? C'est-à-dire que là, on a évoqué je parle du cas français, des risques, des enjeux, moyennant quoi il y a encore des institutions fortes pour défendre la recherche, qui parfois prennent parti en défense encore de leurs chercheuses et de leurs chercheurs, une sphère du débat public qui n'est pas que aux mains des médias dont vous parliez, Anne-Laure Milazari, et qui essaie de faire le travail, des personnalités politiques aussi qui défendent, qui parfois proposent aussi de faire ce qu'elles peuvent pour accueillir les chercheurs et les chercheuses américains qui sont en difficulté, même plus aux États-Unis. Enfin, je veux dire, il y a quand même encore un élan de défense de la recherche et de la liberté académique en France et de barrières, de garde-fous qui est là, qu'il faut défendre sans doute, mais qui est là. Peut-être un petit tour de table là-dessus, rapide pour conclure. Allez-y, Valérie. En fait, ce qui est assez frappant, c'est qu'aux États-Unis, finalement, tout le monde était vraiment en un mot. Aux États-Unis, tout le monde était un peu paralysé, et c'est les jeunes scientifiques qui ont porté le mouvement Se lever pour la science, Stand Up for Science, parce qu'ils voyaient bien en fait à quel point ça les touchait directement, et parce qu'ils avaient une forme de liberté, en fait, n'étant pas dépendants d'une institution pour leur carrière comme d'autres. Et ce qui a porté, je pense, une forme de résistance, parce que c'est de cela qu'il s'agit en fait. Aux États-Unis, ce sont les sociétés scientifiques indépendantes portées par leurs membres qui sont des scientifiques,
Et puis c'est l'Académie des sciences, mais qui est dépendante de crédits fédéraux. Et je voulais souligner qu'en France, le soutien justement à cette liberté académique, à la défense des faits, de la place de la science, c'est venu aussi des sociétés savantes, et ça a été relayé par l'Académie des sciences. Et donc j'en fais partie depuis peu, et je voulais mentionner le fait que parfois, on est aussi face à des promotions d'illusions, des choses qui sont véhiculées avec tout un imaginaire, qui sont une forme d'illusion, de distraction. Sur la question du climat, c'est par exemple l'illusion qu'on pourrait délibérément contrôler le climat de la Terre, ou bien contrebalancer les émissions de gaz à effet de serre en arrivant à les aspirer et les capter. Et hier, l'Académie des sciences a publié un rapport montrant bien les limites, appelant à ne pas déployer ce type d'approche, interrogeant même le fait de continuer des travaux sur des sujets glissants, en fait, qui peuvent être ensuite repris par des acteurs économiques de manière unilatérale, une menace, en fait, pour nous tous par rapport au rapport de force. Et on a besoin de ça, en fait. On a besoin aussi d'une capacité à mettre sur la table, à aborder des sujets socialement sensibles ou qui sont promus par des intérêts privés et à avoir une voix forte avec des recommandations sur ce qu'il ne faut pas faire ou sur les besoins de connaissances avant de tout déploiement ou toute mise en œuvre. Attendre, parfois c'est important d'attendre, de produire des connaissances pour pouvoir agir de manière informée. David ? Oui. En fait, il faut bien penser que les acteurs qui veulent mettre à bas la science sont minoritaires. Ils sont très peu nombreux, mais très organisés. Et en fait, la première réponse, on la voit, c'est-à-dire qu'on est à Saint-Dié, il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer dans cette salle parce qu'ils voulaient venir nous écouter. Ce qui est quand même déjà un immense privilège de se dire qu'il y a des gens qui attendent pour venir nous écouter. Et en fait, ce qu'il faut rétablir, c'est l'art de la conversation. Aujourd'hui, on ne veut plus qu'il y ait des conversations entre les individus. On veut qu'il y ait des invectives, des prises de parole brutales. Et on veut brutaliser ce lien. Parce qu'effectivement, quand on est minoritaire, la meilleure solution, c'est de diviser les autres pour pouvoir garder ce pouvoir et cette place. C'est pour ça que, par exemple, quand on disait les sociétés savantes, donc moi je suis vice-président du Comité national français de géographie, nous sommes une toute petite société savante qui s'organise, mais il va y avoir eu un discours à un moment donné qui disait mais n'allez pas vers les sociétés savantes, ça ne sert à rien, qu'est-ce que vous allez y faire ? On dit, oui, c'est pas grave, sauf que demain, si tu n'as plus de budget, si demain on te coupe les serveurs qui est dessus, qui viendra prendre le relais ? Et il faut savoir que même des positions, quand on était au 19e siècle, les gens qui participaient des sociétés savantes avaient des positions totalement dichotomiques, mais ils s'écoutaient. C'est-à-dire qu'ils étaient, quand Élisée Reclus est mis en prison ou quand Kropotkin est mis en prison, même des gens qui sont royalistes ou qui sont pour l'Empire, qui n'ont pas du tout les mêmes idées qu'eux, écrivent et disent on ne met pas en prison quelqu'un qui participe de cette société savante. Et parce que c'était cet art de la conversation. Et donc, la plus grande force, c'est de le maintenir, mais avec tout à chacun. Si mon discours, il est incompréhensible pour vous, c'est ma faute. C'est à moi de faire l'effort d'écouter. Et de rétablir cette écoute et cet art de la conversation, c'est ça qui fait le lien. Et une conversation directe, pas via les réseaux sociaux. En fait, on a été traumatisé par le fait de basculer sur les réseaux sociaux et de ne plus se parler à proximité. Or, l'art de la conversation, ce n'est pas seulement un message avec un sujet, verbe, complément. Il s'y passe des émotions, il s'y passe un certain nombre de choses. Si on se parle, par exemple, dans cette assemblée, progressivement, on va s'apercevoir que nos cerveaux se mettent sur le même niveau d'onde cérébrale, comme les dauphins. Mais en fait, c'est ça qui fait aussi qu'on rappelle, c'est que les êtres humains ne peuvent pas vivre les uns sans les autres. Et il y a la plus grande étude qui a été faite sur l'espérance de vie en bonne santé à Harvard. La seule condition pour laquelle vous vivez longtemps et en bonne santé, c'est la qualité des relations humaines que vous menez avec les autres. Et c'est sans doute aussi cet élément-là que l'on doit rétablir. Et c'est pour ça que moi, je suis dans le moment où aujourd'hui on prend conscience de ce qui s'est passé par la mise à distance, de venir rétablir cette qualité d'écoute. Et les scientifiques ont sans doute ce rôle, c'est pour ça qu'on les paye, d'être à l'écoute.
et de pouvoir converser. Anne-Laure. Allez-y, Anne-Laure. Bon, ça va être difficile de dire mieux que David. En fait, l'art de converser aussi entre nous, c'est-à-dire que ça provoque des liens qu'on n'espérait pas. Scientifique en rébellion, par exemple, est né dans les sciences plutôt dures ou naturalistes, et des liens sont en train de se faire avec les géographes, les sciences sociales. Donc, en fait, il y a cette interdisciplinarité qu'on a parfois du mal à faire fonctionner dans l'université, qui avance autrement sous l'impulsion en fait de ces menaces venues d'ailleurs. L'idée aussi qu'on est en lien à travers les frontières. Avec Myriam Mousseolchou, on a écrit un texte qui s'appelait Academics of the World Unite, parce qu'en fait les crises n'arrivent pas au même moment exactement de façon synchrone. Donc là, c'est aux États-Unis, on peut accueillir des Américains en France. Quand on a du mal à les accueillir de Gaza, mais en fait des États-Unis c'est possible. Quand ça va arriver ailleurs, en France, on pourra peut-être être accueilli dans un autre endroit. En tout cas, cette question du lien, cette question du dialogue à tous les niveaux est essentielle pour que l'on considère de manière générique que la question de l'engagement et le qualificatif d'engagé, c'est quelque chose qui a une connotation positive et qu'on ne peut pas se laisser priver de ce mot-là et de considérer que être militant, ça serait une injure et quelque chose de négatif. J'espère qu'à nous trois, on aura réussi à vous prouver que être un géographe engagé, c'est être une personne qui fait de la bonne géographie. Alors, il nous reste 10 grosses minutes pour le dialogue effectif. Donc, levez la main si vous avez des questions à nos invités. Et je vois. Et on va effectivement donner la parole aux lycéennes et lycéens en priorité, mais allez-y, vous avez le micro, je vous en prie. Est-ce que vous pensez que de nos jours, avec comment la politique elle avance et qu'on est de plus en plus fermé dans nos idéaux, est-ce que la science pourra encore vivre dans 20-30 ans? Est-ce que, pardon? La science pourra encore vivre dans 20-30 ans avec les politiques actuelles? Alors, dans 20 ou 30 ans, la science. Allez, on prend une série. Alors, je vois... Donc moi, je vais les noter pour être sûr qu'on réponde à tout. Allô, bonjour. Bonjour. Je voulais juste vous informer, parce que je ne suis pas sûre que vous soyez au courant. C'est un article Vosges Matin ce matin. Vosges Matin ce matin, c'est logique. Qui a de nouveau, comme depuis de très nombreuses années, nous informe qu'un arrêté a été encore pris pendant le FIG pour interdire toute manifestation sur la voie publique, tout rassemblement. D'habitude, c'était le maire qui prenait cet arrêté. Ça a été le cas depuis, à mon avis, plusieurs dizaines d'années sur Saint-Dié. Donc on n'a pas le droit, dans le cadre du FIG, ni de porter une revendication, ni de manifester sur la voie publique. Et donc cette fois-ci, monsieur le maire avait reculé parce qu'il avait fait la même chose lors de la braderie il y a 3 semaines. Et il y avait eu un référé qui avait donc interdit cet arrêté. Donc cette fois-ci, ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est madame la préfète de Saint-Dié. Donc qui ne veut pas que l'événement se transforme en un lieu de revendication. Donc je trouve que ça résonne vraiment assez négativement par rapport à tout ce que vous nous avez présenté. Et il faut quand même savoir que c'est le cas sur Saint-Dié depuis je ne sais pas combien d'années, peut-être depuis le début. Merci pour cette interpellation. Y a-t-il au premier rang? Je ne vois pas de lycéennes ou de lycéens. Si, là-haut, ah oui. Alors, on va prendre la question micro, allez-y. Après, on fera peut-être sans micro. Je ne sais pas s'il y a un micro à l'étage pour avoir des questions de lycéens. Voilà. Alors, moi, puisqu'on me donne la parole, je vous en prie. Je voulais dire que j'ai été très intéressée par les propos sur l'intérêt de la conversation en direct. Et peut-être il faudrait signaler au chef d'établissement de laisser les profs la possibilité de venir à Saint-Dié pour discuter en direct avec les scientifiques
et pas par compte-rendu interposé, même si je vais faire le compte-rendu de votre table ronde. Alors, à l'étage, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Si, alors on vous écoute. Bonjour. Vous avez parlé que les opposants étaient minoritaires, notamment à la science, mais en tout cas, sur ce qui est désinformation, on n'a pas les mêmes... on ne combat pas à armes égales face aux empires médiatiques qui ont des intérêts privés. Donc, comment on fait exister la science par rapport à ça, à toute cette désinformation ? Et l'autre point, c'était, on a aussi de plus en plus de figures d'autorité qui se permettent de dire de la désinformation, et du coup, on perd crédibilité, notamment, et confiance en nos institutions. Donc, est-ce qu'en tant que scientifique, on doit notamment s'opposer, interpeller, voire aller plus loin, et même engager, par exemple, des démarches juridiques? Est-ce que là-dessus, il y a un cadre qui pourrait permettre justement d'arrêter toute cette désinformation? Merci. Bonjour, merci. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre conférence. J'ai une question. À votre avis, comment la science peut-elle encore résister aux narratifs simplistes propagés par les médias ou les gouvernements? Merci. Alors, il y a des choses qui se rejoignent un peu. Donc, on voit bien où se situe la préoccupation des personnes dans la salle. Qui veut esquisser une réponse? Allez-y, Valérie. Alors, plusieurs des interventions ont abordé la question de la désinformation. Et la désinformation, en fait, c'est un des sujets pour lesquels, par exemple, le Haut Conseil pour le climat a fait des recommandations claires. Sur le climat, ce sera un sujet d'intérêt pour les prochaines négociations internationales, la COP30, qui a lieu au Brésil. Le Brésil en fait un point d'attention. Le Brésil a fermé certains réseaux sociaux, tellement c'était en fait quelque chose qui sapait la vie démocratique d'une manière très grave, avec des ingérences étrangères. Moi, j'ai fermé mon compte sur X, Twitter, suite à l'invasion de l'Ukraine et au rachat du réseau par Elon Musk, qui a modifié les algorithmes, qui en a fait quelque chose de clivant, même menaçant, en fait, pour les scientifiques qui s'y exprimaient. Et moi, je pense qu'en fait, il faut fermer ses comptes sur des réseaux de ce type-là pour ne pas les soutenir. Ensuite, je pense qu'il faut un cadre réglementaire pour les algorithmes et faire en sorte d'obliger un minimum de fact-checking en fait, sur ce qui circule et bloquer les tentatives d'ingérence. C'est faisable. Ensuite, il y avait une question que je voulais reprendre qui est la science dans 20 ou 30 ans. C'est une question hyper importante. Et en fait, vous savez ce qui compte pour la science dans 20 à 30 ans? Il y a des lycéens dans la salle? Mais c'est vous. Prenez les options scientifiques au lycée, faites le choix de parcours scientifiques, travaillez en fait sur votre esprit critique, le rapport aux faits, la rigueur. La science dans 20 ou 30 ans, ce sera vous en fait. Et on a besoin de jeunes générations qui s'engagent dans ces parcours, dans ces métiers, pour faire vivre la science dans 20 ou 30 ans. C'est vos choix qui comptent sur ce point-là, et c'est l'accompagnement de la société pour vous le rendre possible, le relais entre générations aussi. Et vous vous êtes déjà retrouvé, Valérie Masson-Delmotte, face à une figure d'autorité politique, par exemple, qui disait des âneries que vous avez pu reprendre en face à face? Alors là, je recommande l'art du judo. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui est extrêmement costaud, très confiant et qui dit des choses très fausses, à un moment donné, il faut mettre son pied devant pour qu'il tombe par son propre poids. C'est-à-dire que tout le monde se rende compte, arriver à faire prendre conscience à tout le monde que cette personne qui se présente comme expert du sujet dit juste n'importe quoi. Et ça, c'est aussi un point important, c'est-à-dire travailler sur les sources de désinformation, les arguments, et être capable d'y répondre. Et on l'a fait, nous, au CNRS, par exemple. C'est pas quelque chose de personnel, mais plus généralement, on avait fait un livre chouette qui s'appelle « Tout savoir ou presque sur le climat ». On est parti, en fait, des idées reçues qui circulaient, et on a fourni, en fait, des éléments de réponse présentés dans un style graphique accessible aux lycéens, par exemple, mais pour armer, finalement, des citoyens curieux, pour qu'ils puissent comprendre les éléments de connaissance qui contrent en fait cette désinformation, c'est aussi très important. Merci. Anne-Laure Milazari sur les questions. La science dans 30 ans, elle existera forcément. On ne sait pas comment.
Et ceci dit, dans l'histoire, il y a quand même, toutes les dictatures périclitent un jour pour autre chose. Alors il y a des moments pires que d'autres, mais il faut continuer à fonctionner comme ça. Et je pense qu'il faut aussi fonctionner avec les réseaux citoyens qui fabriquent des savoirs extrêmement précieux en dehors des cercles scientifiques valideurs. Ça c'est vraiment important. Et la justice est un des ressorts encore possibles, en tout cas ici et maintenant. C'est complexe, c'est collectif, il faut des moyens, mais on a aussi des avocats qui sont aux côtés en fait d'une quête de vérité et de partage de la vérité qui sont assez actifs. Cela étant dit, voilà, l'époque n'est pas optimiste, mais c'est vrai que c'est avec les jeunes et par vous qu'on continuera à l'être un peu plus. On a encore le temps peut-être pour aller deux questions. On fait. Pardon. Je pensais que tu voulais pas que ce soit. Non, bien sûr. Oui. Pardon. Moi, je voulais poser une question qui sort peut-être un petit peu de votre domaine habituel, mais qui est au cœur de ce débat d'aujourd'hui. Les scientifiques peuvent-ils désobéir? Moi, je voudrais vous demander si les médecins, pendant la période sanitaire, pouvaient désobéir à l'ordre des médecins et continuer à soigner leurs patients, pour respecter leur serment d'Hippocrate. Merci beaucoup. On prend une autre question ici. Je vois madame qui lève la main. Bonjour, peut-être une question qui bouscule aussi un petit peu. Alors, à l'heure de la prolifération des autocrates, c'est un constat, est-ce que vous pensez réellement que le droit constitue un rempart efficace, ou bien faut-il déjà penser à autre chose pour rebondir assez vite? Voilà, je pense qu'on ne va pas avoir le temps de prendre plus, sauf, donc je vous laisse la parole. Alors, la question, alors nous ne sommes pas... Déjà, le serment d'Hippocrate, c'est une relation qui est une relation spécifique, éthique, entre l'acte de soin, une personne qui soigne et son patient, et qui est problématique parce que quand on est un médecin, surtout un médecin qui est localement, on est le premier exposé aussi à la maladie et la pandémie. Et là, c'est toujours aussi le problème de qu'est-ce que l'on a quand on est coincé entre deux injonctions différentes. La première injonction, c'est de protéger les autres et de se protéger soi-même. Or, dans une situation de pandémie, quand on est la personne clé, quand on est la personne qui est dessus, qui risque à ce moment-là de propager et de faire effondrer un système de santé auquel on est lié. Alors, nous, en tant que géographes, on le voit sur des questions localisées, des questions de réseau, des questions de points, mais ensuite, quand on travaille avec des collègues épidémiologistes, ils les voient aussi à des effets d'échelle. Et ça rentre dans tout ce que l'on doit gérer comme injonction contradictoire sur des choses extrêmement spécifiques, dans des arbitrages extrêmement difficiles à court terme. Parce que qui peut imaginer quelle va être la dangerosité à l'instant T d'un virus sur quelle ou quelle personne et quelle va être l'injonction ensuite à faire un soin sur une autre personne qui va retarder ou pas. Et ça, c'est une question qui ne peut pas traiter dans l'instant. Et souvent, on va avoir ensuite une mise en accusation en disant « mais la science a été défaillante, on est parti comme ça, vous êtes reparti comme ça, vous êtes reparti comme ça ». Mais c'est ça la recherche scientifique. Et ce qui est sûr, c'est qu'au final, on s'en est pas mal sorti. Parce que sinon, on avait des autres exemples où on était à pas le même taux de risque et puis pas le même nombre de personnes qui allaient souffrir de handicap ou dessus. La deuxième question, qu'est-ce que le rapport à l'autocratie, c'est aussi le rapport au confort qu'on laisse en place. C'est-à-dire qu'effectivement, on met en avant aujourd'hui, il y a un retour des formes autocratiques qui se sont construites pas sur un seul moment, sur un languissement de plusieurs mandats avec une prise de pouvoir progressive. Et elles ont fonctionné sur quoi? Elles ont fonctionné sur le phénomène de créer de la dissension entre les individus. De dire, bon alors, parmi vous, c'est qui le wokiste? Alors tout le monde se regarde. C'est peut-être moi je me suis réveillé ce matin, ça veut dire réveillé le woke. Hein, donc, puis de dire, mais l'islamo-gauchiste, il est où? C'est vous l'islamo-gauchiste, c'est votre voisin? En fait, on crée de la suspicion. On crée de la suspicion
pour diviser les personnes et après ça justifier le fait de rétablir un rapport tout-puissant d'autorité et non pas de la conversation. Donc, reprenons les choses à l'envers. Revenons sur la base de ce que nous sommes en tant que communauté humaine. C'est-à-dire de dire, mais on fonctionne sur la situation de confiance. Et si on veut prendre la première situation de confiance, c'est qu'on passe notre temps à se toucher, à être proches les uns avec les autres, à partager nos virus, nos bactéries, qui sont sans doute plus importants qu'on ne le pense, parce que nous avons confiance les uns en les autres. Et ensuite, parce que nous avons aussi des arts de négociation, de discussion. Et en fait, quand on parle de la science, c'est juste l'aboutissement. C'est la question la plus complexe qu'on se donne le temps de traiter ensemble. Et pour faire de la science, il ne faut pas être seulement bon en science. Non. Parce que vous pensez que vous allez avoir quelqu'un qui fait du calcul ou autre. Mais tout un système scientifique, cela va des premières personnes qui répondent aux questions, qu'on va considérer comme des personnes sentinelles, qui vont nous dire ici et maintenant il y a un problème, que ce soit médical, que ce soit climatique, qui nous disent attendez là ce que j'ai vu disparaît, ce que je vois est là, ça va changer, jusqu'à toutes les personnes qui vont faire remonter la chaîne et qu'on oublie, mais ça veut dire les techniciens, ça veut dire les gens qui assurent la sécurité, l'entretien, qui vont monter jusqu'à la personne qui va traiter les données. Et donc de mettre en avant l'idée qu'il faut être bon en sciences, pas du tout. Faire vivre un système scientifique, c'est avoir de l'intérêt pour la science. Et comme je le disais au départ, eh bien, ceux qui vont faire vivre la science, notamment ici et maintenant, et qui peut être un acte militant, parce que les conversations qu'on va avoir là sont peut-être des fois plus importantes qu'une manifestation où on va prendre 2 photos, et que les questions qui sont soulevées, on a beaucoup de collègues qui vont soulever des questions très pointues sur les rapports de pouvoir, et on peut dire interdiction de manifester avec un drapeau. Oui, c'est pas grave, mais ce qu'on va se dire à 700, je pense que ça aura plus d'impact que le drapeau. Et en fait, ça va participer, parce que toute la ville de Saint-Dié se mobilise. Des personnes qui croient en l'événement scientifique, et c'est ça qui fait exister concrètement la science. Et ce qu'ont raté nos collègues américains, c'est ça. Il ne faut pas qu'ils se surprennent, ils se sont enfermés dans des campus universitaires extrêmement loin, et ils n'ont pas pris le temps d'aller parler quotidiennement aux gens qui étaient de l'autre côté, de la rue, parfois même. Et donc, si on veut que la science, dans 20 ou 30 ans, elle reste riche et dynamique, eh bien, c'est parce que tous, on a envie, à un moment donné, d'en parler et d'y participer. Alors, si on veut qu'elle reste active et dynamique dans 20 ou 30 minutes avec la conférence suivante, je vous donne 30 secondes, Valérie Masson-Delmotte, pour le mot de la fin. C'est bon? D'accord. En fait, j'ai adoré la discussion sur l'importance de la conversation, la qualité des questions. Peut-être je veux rappeler en fait que les faits scientifiques, ce n'est pas une opinion dans la conversation. Et donc c'est important de comprendre comment ils sont établis, quelle est la démarche scientifique sous-jacente pour leur accorder leur juste place. Et il y avait une question sur les enjeux liés à la santé. Justement, dans le cadre du Comité national consultatif d'éthique, il va y avoir la révision des lois de bioéthique et on veut engager une conversation sur le fait que l'éthique pour la santé, ce n'est pas simplement des questions de traitement ou des questions en fait de bioéthique classique, mais ça s'élargit aux questions environnement, climat et santé, et ce sera l'occasion d'engager la conversation sur un sujet qui nous tient tous à cœur, je pense. Merci. Merci beaucoup à tous les trois, vraiment un très grand merci. Moi, je retiens ce mot prononcé par David, mais qui vous réunit un peu tous les trois, c'est apprendre à accueillir en amis des positions qui ne sont pas forcément les nôtres au départ et d'accepter d'y réfléchir. Bon après-midi, bonne suite de festival à toutes et à tous, et bon FIC tout simplement.